tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça va faire un mois que vous ne m'avez pas vu par ici pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, juste sachez que les vlogs tels qu'ils étaient auparavant, à savoir une vidéo par semaine, ce ne sera plus le cas. En fait, j'ai eu besoin et j'ai la sensation en consultant quelques stories récemment que nous sommes plusieurs à traverser un petit peu ce vide en tout cas sur Bookstagram, sur Instagram et voilà, je voulais juste en fait partager avec vous mon ressenti à ce sujet. J'ai vraiment eu besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à ça puisque j'ai fait un constat mais que je faisais déjà, enfin que j'ai commencé à faire il y a quelque temps, d'où mon irrégularité assez fréquente sur YouTube et sur Instagram. En fait, j'ai fait le constat que j'étais plus dans le il faut que plutôt que dans le j'ai envie de. Alors il faut savoir que je fais ça par passion avant tout. J'ai un autre métier à côté. J'ai aussi d'autres passions, d'autres envies et clairement ma présence sur Bookstagram faisait que toutes ces choses que j'aime faire habituellement, je ne prenais plus du tout le temps de les faire. Donc ça a été le premier problème. Le premier constat et le second constat voilà, c'est que j'étais vraiment dans le il faut que et plus dans le j'ai envie de lire, j'ai envie de poster, j'ai envie de partager, j'ai envie de poser mon trépied pour faire une vidéo, j'ai envie de monter. C'était vraiment il faut que je lise pour avoir du contenu à faire, il faut que sur ma pause déj je rentre à la maison parce que la luminosité est suffisamment cool pour tourner une vidéo, il faut que je monte pour pouvoir publier ma vidéo dimanche. Enfin bref, c'était devenu un espèce d'engrenage dans lequel je me suis laissée assez naturellement emporter. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, mais non, en fait, Laura, t'as aussi d'autres passions dans la vie que la lecture. Tu as accessoirement une vie de famille aussi. Enfin bref, donc voilà, et puis faut pas se cacher que c'est quand même assez chronophage, enfin en tout cas pour moi c'était assez chronophage et du coup je me dis non mais en fait stop là, stop, on arrête. J'en ai beaucoup parlé avec Manon, les lectures de Manon. Euh, et voilà, c'est des sujets de conversation qu'on a assez souvent sur quelle place occuper sur les réseaux sociaux quand on aime les livres, pourquoi, pour quelles raisons on est sur les réseaux sociaux, quels sont les rapports humains aussi qu'on peut entretenir sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est vraiment des questions qui nous intéressent et sur lesquelles on a pas mal de petits débats. Et voilà, donc j'ai ressenti vraiment ce besoin de voilà, couper et de revenir avec envie et pas avec pression et pas avec il faut que. Donc aujourd'hui j'ai posé mon trépied parce que j'avais envie de vous parler, j'avais envie de tourner cette vidéo. Et ce que je vais faire, et j'en ai pas mal discuté avec Manon, et c'est ce qu'elle fait, c'est de publier une vidéo quand j'ai envie de vous faire un point sur mes dernières lectures. Donc il n'y aura plus de vidéos par semaine puisque ça me prend énormément de temps. Je vais éternuer. Bon, ça n'a pas changé hein, pour le coup. Du coup, de monter les vidéos, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. De les tourner aussi, enfin bref, tout. Et du coup, j'ai décidé en fait maintenant de faire des vidéos, non pas des vlogs, mais des vidéos qui compilent un peu tout ce que j'ai envie de vous partager. Donc ça va être de la lecture mais pas que. Je suis assez cinéphile et j'adore aussi les séries et du coup le fait d'avoir pris ce recul pendant 3 semaines, je me suis gopée des séries à n'en plus pouvoir, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps, donc ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais appeler ce type de vidéos qui clairement ne seront pas des vlogs, qui ne seront pas non plus d'une régularité de folie, puisque comme je vous le disais précédemment, j'ai envie de le faire à l'envie. Pareil pour les posts Instagram, si à un moment j'ai envie de poster 7 fois dans la semaine, je posterai 7 fois dans la semaine. Si à un moment donné j'ai envie de poster qu'une seule fois dans la semaine, et ben il n'y aura qu'un seul post dans la semaine. Désolée si vous entendez un peu de bruit, j'ai des travaux juste en bas de chez moi. Je voulais dire autre chose d'ailleurs avant d'entendre ce bruit qui m'a complètement coupé du fil de ma pensée. Non bah je ne sais plus. Donc bref, je ne sais pas comment s'appelleront ces vidéos. Mais voilà, ah si, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être que sur Instagram vous verrez de temps en temps des posts autres que de la lecture. Pendant les vacances en Normandie, on est allé visiter le château de Pierroux.
qui m'a complètement plongée dans une langue écossaise. Et le soir même, donc j'avais pris des photos de cette visite, et le soir même, j'ai eu très envie de partager ça avec vous, avec les personnes qui me suivent. C'était pas du tout de la littérature, c'était une visite comme ça d'un lieu culturel, patrimonial, que j'ai trouvé absolument ravissant et saisissant. Et j'ai eu envie de vous le partager. Donc voilà, de temps en temps comme ça, si l'envie m'en prend de partager quelque chose d'autre que la lecture, et ben je le ferai. Voilà. Du coup, j'ai pas mal de lectures que j'aimerais vous présenter, mais avant, j'aimerais quand même vous parler d'un événement auquel j'ai participé avec Manon, qui s'appelle bien entendu le Festival du Livre Paris. Alors, le Festival du Livre Paris, je n'avais pas participé à j'avais pas participé à de salon depuis, je pense, mes 15 ans, avec la 25e heure du livre du Mans, du coup qui est ma ville d'origine. Et c'est surtout que j'habite très loin de grandes villes. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis en altitude, en haute montagne, et la première grande ville est à 1 heure de route de chez moi. Donc le premier train est à 1 heure de route de chez moi. Et donc voilà, quand je me déplace, c'est un coût financier, c'est du temps, c'est beaucoup d'organisation. Donc je fais très peu, voire pas du tout de salon. Et avec Manon, on avait envie de se retrouver sur un salon commun. C'était un peu notre motivation ultime de passer ce moment ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on s'est retrouvés sur le Festival du Livre Paris, qui avait lieu donc du coup à Paris au Palais Éphémère. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, puisque je sortais un petit peu de toutes ces réflexions autour des réseaux sociaux, autour d'Instagram, autour de ce côté très, très, très énergivore des réseaux sociaux. Et puis j'avais envie aussi d'être dans les rapports réels en fait avec les auteurs, avec les lecteurs, et ne plus avoir d'écran interposé en fait entre eux et moi. Et j'ai adoré ce week-end, je l'ai adoré, 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 j'ai adoré ce festival. On y est allé complètement en mode impro avec Manon. On avait rapidement vu la liste des maisons d'édition qu'il y avait, mais on n'avait pas du tout checké quels auteurs exactement seraient là, ou si peu en tout cas, quels étaient les programmes des conférences, enfin vraiment, mais à l'arrache totale. On a complètement improvisé, et l'improvisation nous a plutôt bien réussi, puisque clairement ce qui s'est passé, c'est qu'on était au milieu des stands, donc on est allé le samedi et le dimanche. Et en fait, on se retournait, on se disait Virginie, pas Virginie Grimaldi, Karen Brandt, Laure Manel, Michael, des Mémoires de la Forêt, enfin à chaque fois qu'on se tournait, c'était d'un coup on se dit mais il y a Tillier qui va faire une conférence dans 10 minutes, vas-y on y va, hop. Et on a rencontré Fantillier, on a rencontré Olivier Norek comme ça, Mélissa D'Acosta, on a assisté à une conférence avec elle et Sophie Talmen. J'ai pu assister à une conférence aussi avec Sandrine Colette. Enfin, ça a été une rencontre perpétuelle d'auteurs que j'adore, que je n'avais jamais rencontré, et tout dans l'impro la plus totale et la spontanéité la plus totale. Et du coup, voilà, enfin, en résumé, ce festival en fait est arrivé au bon moment de ma réflexion, où vraiment j'avais besoin de renouer avec le plaisir de l'écrit, avec le plaisir de rencontrer des auteurs, avec le plaisir de lire des livres dont on m'a parlé avec passion, et de me dire qu'en fait le livre, ce n'est pas seulement un service presse qu'on m'envoie dans ma boîte aux lettres, que je dois lire avant telle date, dont je dois publier un avis, dont je dois publier une story, dont je dois faire une vidéo. Et en fait, non, c'est juste un livre écrit par un auteur que j'ai envie de lire. Et voilà, et du coup, j'ai lu, je vais vous en parler, Les Poupées de Lebsker, j'ai lu le dernier de Laure Manel qui se passe sur l'île d'Ouessant, j'ai lu le dernier Karen Ponte. Et en fait, chose que je ne faisais absolument plus, c'est que pour chacun de ces livres que j'ai pu lire, je vais envoyer un message à l'auteur, parce que je l'ai rencontré, parce qu'on a eu un échange et que j'ai envie de poursuivre cet échange au-delà du salon du livre. Et c'est aussi l'un des avantages d'Instagram, je suis pas en train de complètement démonter ce réseau social, c'est que, on ne peut pas dire que ça permet l'échange, mais pour moi ça permet l'échange, de poursuivre l'échange après un échange
réel. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. Peut-être que vous partagerez mon avis ou même pas du tout. D'ailleurs, si vous voulez commenter ce que je dis, enfin surtout n'hésitez pas, je pense que c'est aussi un sujet dont il est intéressant aussi de parler, de prendre un petit peu de recul en fait sur tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je demande quasi plus de service presse, parce que j'en avais marre aussi en fait d'avoir gavé de service presse à la maison et de pas les lire ou de me dire je les lirai plus tard. Et en fait, il y a cette espèce de mais j'ai quelle légitimité en fait pour recevoir tous ces services presse? Il y en a bien d'autres qui mériteraient de recevoir ces livres, de les lire, de les critiquer, de les commenter. Et voilà, c'est génial en fait d'avoir reçu ces services presse pendant tant de temps. Mais maintenant j'ai vraiment envie de beaucoup plus cibler et vraiment de me dire ce que j'ai dans la bibliothèque, c'est pas du livre gâché, c'est du livre que vraiment je veux lire et dont je veux absolument parler. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le festival du livre est arrivé vraiment au bon moment pour moi, et il m'a réconciliée avec ma passion qui est la lecture de base, c'est ça, ma passion, c'est lire. Et voilà, d'avoir rencontré tous ces auteurs que j'aime depuis tant d'années, d'avoir pu voir enfin Franck Tilly, d'avoir pu l'écouter parler sur son processus d'écriture, sur ses recherches pour démarrer un livre. Enfin, on a aussi rencontré Magda du coup du Triple L de Mag. Je n'avais jamais rencontré Magda, je la suis sur les réseaux sociaux et j'ai été ravie en fait. On n'a pas parlé longtemps, mais en fait humainement, ça m'a fait plaisir de la voir et ça m'a fait plaisir d'avoir ces échanges avec elle et de saisir la personne en fait qu'elle était. Enfin voilà, les quelques minutes, encore une fois ça a été assez court, mais de saisir la personne qu'elle pouvait être au-delà en fait de l'écran et des réseaux sociaux. Bref, voilà du coup pour mon expérience du festival du livre Paris. J'ai d'ailleurs ramené quelques petits livres. J'ai acheté le Claire Norton, celle que je suis puisque je n'ai jamais lu de Claire Norton, et c'est Manon qui me l'a fortement conseillé, donc je l'ai fait dédicacer. Du coup, comme je vous le disais, les poupées d'Alexis Lebsker, je n'avais jamais lu d'Alexis Lebsker et oh mon dieu, je vous en reparlerai, mais gros coup de cœur. On a rencontré complètement par hasard, encore une fois, Michael Brun-Arnaud qui a écrit Les Mémoires de la forêt, avec qui on a eu une très jolie discussion. Et voilà, je l'ai pas encore lu celui-ci, mais je l'avais vu beaucoup traîner sur Instagram, ce livre. Enfin voilà, vous êtes nombreux et nombreux à en avoir beaucoup parlé. Et voilà, le fait de l'entendre parler de ce livre, enfin, je ne serais pas forcément allée de moi-même, mais le fait de l'entendre parler de ce livre, de son histoire, de sa reconversion, ça m'a vraiment donné envie du coup de l'acheter. Entre deux mondes d'Olivier Norek que j'avais déjà embroché mais que je vais revendre puisque j'étais pas venue avec mes Olivier Norek et puis je savais pas s'il serait là, je savais pas si je pourrais le rencontrer, etc. Et du coup c'est le livre Entre deux mondes qui m'a permis d'entrevoir son écriture. Ça a été un immense coup de cœur pour moi, Entre deux mondes. Si vous n'avez pas lu Olivier Norek, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de commencer par celui-ci. Si vous connaissez Olivier Norek mais que vous n'avez pas lu Entre deux mondes, je vous conseille de le lire. C'est un polar journalistique qui se passe du coup au sein de la jungle de Calais, et Olivier Norek est lui-même allé dans la jungle de Calais pour apprivoiser ce milieu, pour prendre plein d'infos. Donc c'est pour ça qu'on est sur un certain réalisme dans ce livre qui m'a beaucoup ému. J'ai aussi du coup alors ça, je l'avais reçu de la part des éditions Fleuve, donc j'étais en train de le lire au moment du festival du livre Paris, parce que je l'avais emmené avec moi, et du coup j'en ai profité pour le faire dédicacer par Karen Pont, du coup que j'ai pu rencontrer, et j'ai pu parler du coup de ce livre avec elle. Et j'ai également pris Ce que disent les silences de Laure Manel, son dernier, que j'ai également fait dédicacer, et dont je vais vous en parler, et dont je vais vous parler un peu plus dans quelques instants. Mais avant, je voulais commencer par l'ouverture d'un colis que j'ai reçu pendant les vacances, que je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir, et je voulais ouvrir avec vous.
Il s'agit du colis des éditions Hurlevent avec le roman de Sarah, son troisième du coup roman, après Amour, gluten, sororité et Le cœur singulier de Millie Davis. Du coup là nous sommes sur un nouveau roman, son troisième, qu'elle a écrit encore une fois en un temps, je crois que c'est 17 jours, enfin en un temps record, c'était assez saisissant à chaque fois avec Sarah. Donc, il s'agit du troisième roman, Les Fêlures de Wakefield Manor, aux éditions Hurlevent, donc par Sarah Mrs. Bouquet-Armand, qui est du coup absolument magnifique. Enfin voilà, comme d'habitude, les éditions Hurlevent font de très belles éditions. Avec bien entendu toujours le petit marque-page qui va avec, et maintenant à chaque publication d'un roman aux éditions Hurlevent il y a d'ailleurs ça me fait penser à une illustration associée au roman, et cette image en fait je l'ai déjà vue hein, mais de la revoir elle me fait penser au générique d'une série télévisée où on voit une femme comme ça qui... Est-ce que c'est pas Desperate Housewives? Je sais pas je sais pas si vous verrez de quelle série je parle, je l'ai pas en tête, mais je sais qu'il y a cette image dans le générique d'une série. Oh, trop beau, regardez ça. Magnifique. Je vous lis le résumé quand même. 1910, Angleterre, Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor, dans les paisibles Cotswolds. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence, et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. Deux ailes d'un manoir, l'une habitée par la duplicité, l'autre par les ruines. Saurez-vous trouver les réponses parmi les vestiges du chagrin? Donc beaucoup, encore une fois, beaucoup de mystères, et toujours associé à un petit dessin du coup créé par les filles qui donne quelques petits indices sur la teneur de ce roman. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque parution de roman, les voix Hurlevent du coup reçoivent un colis que j'ai du coup juste là. Et à chaque fois, Sarah essaye de glaner des objets qui ont bien entendu un lien avec l'histoire du roman, mais ce ne sont pas des objets, ce sont des objets uniques, puisque ce sont des objets qu'elle chine avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion. Donc là, déjà, je vais vous montrer avant de l'ouvrir. Elle est absolument magnifique cette boîte. Avec, je pense que c'est de la, enfin c'est pas, je pense c'est de la marqueterie. Alors il y a des choses à l'intérieur, je vais y aller très doucement. Absolument magnifique. Donc là avec de la marqueterie sur le dessus, superbe. Avec du coup un excellent, une très jolie photo. Pareil, en fait je vous montre les objets. Et à la fois sur le roman, je ne vais pas trop vous en dire, puisque c'est le genre de roman, enfin à la fois ça correspond à tous les romans du coup édités chez les éditions Hurlevent. C'est tellement des romans mystérieux, et c'est des romans en fait, alors c'est hyper frustrant parce que c'est difficile de trop en dire, à la fois on a envie d'en parler forcément, normal, surtout quand c'est des coups de cœur, puisque depuis le début tous les romans des éditions Hurlevent pour moi c'est des vrais coups de cœur, et à chaque fois, mon imagination carbure mais puissance 15 000, et du coup à chaque fois j'ai envie de vous en parler plus de ces romans, et à la fois c'est tellement mystérieux, tellement mystique, tellement insaisissable, que si on en dit trop, bah en fait il n'y a plus trop d'intérêt à lire le roman. Voilà du coup un autre objet qui est une photo en noir et blanc de deux jeunes hommes. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Un petit dé à coudre et une petite pierre comme ceci. Donc voilà, vous en déduirez ce que vous voulez, mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est que j'ai adoré ce roman, que voilà, le résumé donne voilà un peu toutes les comment dire, quelques indices sur ce dont parle le roman. Enfin moi, pour moi c'est vraiment un livre, Les Fêlures de Wakefield Manor, qui du coup
clairement confirme le talent de Sarah pour raconter des histoires qui se déroulent toujours entre la fin du 19e et le début du 20e. On est là, alors pas toujours, mais en tout cas les romans des éditions Hurlevent se déroulent dans ces périodes-là. Et il y a toujours en fait au cœur des histoires un lieu qui pour moi fait office de personnage à part entière dans les romans. Et là du coup c'est un manoir avec 2 ailes dont l'une est condamnée. On ne sait pas pourquoi. Et donc il y a Honoria qui va débarquer au manoir pour être préceptrice auprès des enfants du propriétaire du manoir. Voilà. Et autour de cette famille qui vit dans ce manoir, il y a tout un tas de mystères que va essayer de percer à jour Honoria. Alors au début, elle n'est pas là pour percer à jour les mystères, mais c'est juste qu'ils sont tellement présents au quotidien, entachent la relation entre plusieurs personnages, que dans toute sa bonté en fait et dans toute sa passion, Honoria ne se voit pas juste laisser filer les secrets, laisser filer les mystères, et qu'elle a envie d'avoir des réponses et de comprendre ce qui se passe dans ces lieux et ce qui se passe avec les membres de cette famille. Donc de base, au début quand on lit et qu'on comprend que cette veuve Honoria postule à un poste de préceptrice et que du coup elle va partir en Angleterre pour aller dans ce manoir, on sent un peu, vous savez, le fameux film, comment il s'appelle, La Mélodie du Bonheur. Bon alors là on n'est pas sur une préceptrice, on est sur une bonne sœur qui va du coup dans la famille qui intègre la famille Von Trapp pour s'occuper des enfants d'un homme qui du coup a perdu sa femme et cet homme-là va tomber, enfin ils vont tomber amoureux l'un l'autre, Maria et lui, alors je sais plus comment il s'appelle, bref. Et là du coup au début je me suis dit mais non en fait. Ça n'a rien à voir, on n'est pas sur un schéma narratif de base aussi facile et aussi évident que ça, absolument pas. Donc c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est ce côté, on s'attend à ça, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Alors pourtant, le schéma de base, on y est, mais en fait, non. Donc voilà, le mystère reste entier, mais du coup vraiment, enfin je vous invite à lire ce livre, à lire en fait tous les livres de la maison d'édition. Je vous lis rapidement ce que j'ai rendu, enfin un extrait de ma chronique qui du coup est dans les premières pages. Les fêlures de Wakefield Manor, c'est aussi le roman des préjugés, celui de l'adage, l'habit ne fait pas le moine, celui qui nous rappelle que parfois les apparences sont trompeuses, que derrière un masque de froideur se cache une histoire insoupçonnée. Et ce que j'aime aussi énormément, c'est qu'on... Oh, il y a une partie de la bande-annonce de Dario Marianelli, qui est le compositeur qui a composé la bande originale du film Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley notamment. Liz on Top of the World, c'est l'une de mes... Hans Zimmer, Thomas Newman, Patrick Doyle. Ouais, en fait, il y a énormément de musique que j'écoute. En fait, London Symphony Orchestra, de nouveau Hans Zimmer, de nouveau Thomas Newman. J'adore, c'est tout des musiques que j'écoute en fait. Rachmaninoff, j'adore ce compositeur Camille Saint-Saëns, Le Cygne. Ah mais j'ai hâte je vais aller regarder du coup sur l'application Spotify pour écouter cette playlist qui du coup clairement va me replonger dans l'univers de ce roman. Mais voilà, lisez-le comme tous les livres des éditions Hurlevent. Enfin, pour l'instant, c'est zéro déception. Et c'est pas parce que je suis voix Hurlevent que je vous dis ça, c'est juste en toute honnêteté. Donc merci beaucoup Sarah, les filles des éditions Hurlevent, pour cet envoi. Et du coup, voilà, j'essaierai de prendre une petite photo à l'envie dans la semaine. Ah mais j'adore parce que chaque chapitre est introduit par ce petit dessin. Voilà, je vais arrêter là du coup pour ce colis et
et je vais vous parler du coup des livres que j'ai pu lire. Alors attendez, parce que en fait, en voulant ranger le colis, j'ai vu qu'il y avait d'autres petites choses. De nouveau un petit thé, à chaque fois Sarah nous met des petits sachets de thé dont l'odeur et les senteurs, les arômes ont un lien avec le livre. Là on est sur 25 décembre, Laponic Dream, thé vert baie de genièvre, bourgeon de pin, verveine, groseille, fleur de bruyère. Ouf, ça va être bon ça, un petit thé vert. Et il y avait cette petite chose, est-ce que ça ressemble à du caramel. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas du caramel. C'est une... Attendez, je vais goûter. Si, c'est du caramel. Si, c'est du caramel. Non? Ah bah écoutez. La prune. La nana n'est pas capable de discerner la prune du caramel. Après, je suis enrhumée, donc... Si, c'est du caramel. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Mon nez n'est pas très fin en ce moment, donc... Du coup, ce que je vais faire, en fait, pour ces nouvelles vidéos, c'est qu'au fur et à mesure de mes lectures, je remplis un petit carnet. Ce qui fait que, clairement, si jamais je vous parle de mes lectures dans... Enfin, un mois après les avoir lues, au moins... Voilà, on est sûr que je suis capable de vous en parler. Du coup, alors je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai prêté. J'ai lu Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen. Je vous mets du coup la couverture par ici. Alors c'est le premier Sophie Talmen que je lisais. Je ne suis absolument pas une habituée de son écriture. Et là du coup, Les yeux couleur de pluie, c'est son premier manuscrit qui se déroule entre les montagnes, je crois, savoyarde et du coup Brest. En fait il s'agit de Marilou qui au cours de ses études de médecine doit faire une expérience professionnelle en tant qu'interne dans un hôpital. Elle débarque à Brest, elle est en colocation avec une jeune femme qu'elle ne croise pas souvent, et en fait elle va être interne en neurologie. Et voilà, il va se passer pas mal de choses. Elle va un petit peu gravir les échelons, faire preuve de beaucoup d'initiative et de professionnalisme. Elle va bien entendu y rencontrer un homme qui lui aussi est assez mystérieux, et en fait c'est un peu ce roman, c'est un petit peu voilà les premiers pas d'une jeune interne dans un hôpital brestois, et du coup la vie aussi quotidienne d'une jeune femme qui est comment dire, un peu détachée de son environnement montagnard habituel, et qui du coup débarque à la mer dans un environnement dont elle a absolument pas l'habitude. Alors j'ai bien aimé ce roman, il est bien écrit, ça passe bien, c'est assez léger, mais je n'en garderai pas en mémoire une trace indélébile, vraiment pas. Après je pense que voilà, on est sur un premier roman, donc il faudrait que je lise l'un de ces derniers, et je pense que j'y décèlerai sûrement une grosse différence dans l'écriture de l'autrice. On sent que Sophie Talmen, qui du coup est neurologue de son côté, enfin je sais pas si elle est neurologue, mais en tout cas elle bosse dans un service de neurologie. Si elle est neurologue, je crois. J'ai un doute quand même sur l'intitulé de son poste actuel. Mais du coup, on sent dans ce premier roman qu'elle y a mis beaucoup de son expérience personnelle au sein de ses services. Et qu'elle s'est beaucoup appuyée sur ses expériences pour l'écrire. Et que du coup, ça manque parfois un peu de recul. Enfin, moi, ça m'a donné la sensation d'une autrice qui a voulu écrire sur ce qu'elle connaissait. Mais qui du coup il n'y a pas tant mis que ça de fiction. Je sais pas, enfin je trouve que l'équilibre en fait entre l'inspiration et la fiction pour moi est pas forcément fou, mais voilà, toujours est-il qu'on s'attache à Marilou et que voilà, on aime la suivre dans ce service, mais voilà, il m'a manqué quand même pas mal de choses pour être bien prise dans l'histoire et avoir envie de le retrouver avec frénésie. A contrario,
J'ai lu du coup d'Alexis Lebsker Les Poupées et donc j'ai rencontré l'auteur avec Manon au festival du livre. Je dis à l'auteur que je n'ai jamais lu de ses livres, que je n'ai jamais acheté aucun de ses livres et je lui demande de me conseiller un livre. Bien entendu, il pointe son doigt sur les poupées. Je rentre à la maison. Est-ce qu'il est accessible? Je rentre à la maison du coup du festival et il y a ma belle-sœur qui est venue il y a quelques jours et je lui faisais une petite sélection de livres pour lui prêter. Et je tombe dans ma bibliothèque sur ce livre, du coup Le Mangeur d'âme d'Alexis Lebsker. Donc en fait, Monsieur Lebsker, si vous passez par ici, j'ai déjà en fait un livre dans ma bibliothèque de vous, mais j'avais juste oublié. Mais toujours est-il que c'est pas grave, aucun regret, puisque les poupées j'ai adoré, donc Le Mangeur d'âme, je pense que je vais en faire qu'une seule bouchée. Les poupées, il s'agit du coup d'un thriller, gros coup de cœur, hein, inutile de vous préciser, je l'ai lu en 2-3 jours, ça a été très intense. On suit du coup Victor Venturi, je crois que c'est ça, ouais, le commissaire Venturi, qui est appelé le cow-boy, et Olivia Montalver, qu'on appelle Mentalo. Victor Venturi, du coup l'histoire démarre sur une équipe de police qui est sur une affaire de vente d'armes, enfin avec des roumains, enfin bref, pas de... Voilà, en soi, rien à voir avec l'histoire, sauf que lors d'une arrestation en pleine forêt, en attendant du coup le fourgon pour embarquer les gars, le policier sur place voit au loin quelque chose qui scintille et en fait il distingue une église abandonnée et les portes qui sont scellées avec une chaîne et un cadenas. La chaîne et le cadenas sont neufs puisqu'ils scintillent. Donc il se dit c'est bizarre, une chapelle abandonnée comme ça en plein milieu d'un champ avec un cadenas neuf, bref. Il veut en avoir le cœur net, il a le temps d'aller voir en attendant le fourgon, du coup il va voir et il arrive à déverrouiller la porte et là une odeur absolument horrible sort de la chapelle et en fait il découvre 6 corps dans la chapelle qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, qui sont complètement imberbes et complètement asexués. Et donc du coup Victor Venturi est mis sur le coup, sachant que Victor Venturi, qui est appelé le cow-boy, est comme son nom l'indique un peu moi il m'a fait penser à Charcot, c'est un peu le cousin de Charcot dans la famille des auteurs de thrillers. Ils se sont donné le mot je pense entre Tillier et Lebsker. Puisque vraiment, même méthode, le gars dégomme des portes, n'attend pas la paperasse, l'administratif ça le fait chier, il en a marre de référer à ses chefs, enfin, il y va, il fonce en fait, quitte à faire des grosses bavures, mais on s'en fiche, on y va, ce qui compte c'est le résultat. Et donc il est suivi, ou en tout cas interrogé par la police des polices, donc l'IGPN, suite à des affaires un peu bizarres qu'il a résolues, bref. Donc en fait c'est un mec qu'on attend un peu au tournant, qui est mis sur cette affaire, mais qui en même temps subit une enquête par l'IGPN. Et là en arrivant sur les lieux, dans cette chapelle, il sent qu'en fait, malgré son expérience, il va lui manquer un regard de psy. Et donc du coup, il demande à ce qu'une psychologue soit mobilisée sur cette affaire. Il s'attend à voir débarquer un psychologue voilà, très propre sur lui, avec beaucoup d'assises, et en fait, pas du tout. C'est une petite jeune, donc Olivia, qui débarque, qu'en est sur ses premières années, mais qui a un certain aplomb, un certain répondant, et qui réussit à se lier d'amitié avec beaucoup de membres de l'équipe de Victor Venturi, et donc les deux vont faire équipe. Et c'est un duo que j'ai adoré. Cette petite nana un peu chétive qui vomit direct quand elle voit la scène, mais qui à la fois a beaucoup de répondants et a tout de suite su déceler ce qu'il est en train de se tramer. Ce mec, le cow-boy, un peu, voilà, pareil, avec beaucoup d'assises, qui est prêt à tout dégommer, qui a pas la langue dans sa poche, qui donne des ordres à tout va, ouais, voilà, qui vit pour son job. Le duo est absolument génial, et du coup ce livre est partagé en 3 voix, on va dire. Il y a du coup la voix de l'enquête avec Victor Venturi et Olivia Montalver. Il y a la voix du tueur qui est en Italie, qui est une espèce de journal un peu un journal
intime où il raconte un petit peu ce qu'il s'apprête à faire, un petit peu son état d'esprit, ce qui lui passe par la tête. Et il y a une troisième partie où on suit une femme qui est en Provence, qui est une voyante et qui vit dans une maison à l'abri des regards et qui semble voir des choses, ou en tout cas communiquer avec les âmes défuntes. Voilà. Je vais pas vous en dire plus, mais si vous voulez un thriller addictif, un page turner, découvrir un nouvel auteur, Les poupées de Alex Kilepsker, vraiment, moi ça y est, il va rentrer dans mes top 10, top 5 avec Tilly Christelle Duchamp, Olivier Norek et Alexis Lipsker. Ah, il me manque un cinquième, hein. Le top 5 est pas encore complet. On est sur un top 4. Vraiment, il rentre dans mon top 5, Alexis Lipsker. Autre livre du coup que j'ai lu et que j'ai terminé tout à l'heure, donc je vais pouvoir bien vous en parler. Il s'agit du Laure Manel, Ce que disent les silences. Mon achat est clairement motivé, non pas parce que c'est Laure Manel, non pas parce que c'est son dernier roman, mais parce que c'est un roman qui se passe sur l'île d'Ouessant. J'ai eu la chance de passer quelques jours sur Ouessant il y a 2 ans avec mon mec. J'ai eu un coup de cœur intersidéral pour cette île. Sur laquelle on ne peut circuler qu'à pied ou à vélo, sauf du coup les gens qui y habitent qui ont le droit du coup d'avoir une voiture. C'est insulaire, c'est au milieu de la mer, c'est la dernière terre française avant l'Amérique. Quand vous vous baladez sur cette île, donc vous pouvez malgré tout, enfin il y a quelques voitures qui sont à louer, donc nous on avait loué une petite voiture et j'étais enceinte sur Ouessant, ouais. Donc on avait loué une petite voiture et donc on mettait la radio et on captait la BBC, donc en fait vous imaginez le côté insulaire, la brume, le crachin, les vagues, on peut le voir un peu, les vagues qui fouettent les rochers environnants. Vous captez la BBC, il y a un truc complètement magique. Et tant et si bien qu'en repartant de Ouessant, j'ai pleuré. J'ai pleuré en me disant je reviendrai à Ouessant en fait. Et d'ailleurs c'est dit dans le livre, on découvre Ouessant, on revient à Ouessant, ou on vient à Ouessant et on revient toujours à Ouessant, un truc comme ça. Et vraiment, c'est cette sensation de waouh, en fait, de bout du monde, sensation de bout du monde, c'est vraiment ça. Et si vous avez l'occasion d'aller sur cette île, allez-y parce que je pense qu'elle ne laisse personne indifférent. Bref, donc du coup, mon achat était vraiment motivé par ça, en me disant je vais retrouver un peu de l'île d'Ouessant dans cette histoire. De quoi il s'agit? Il s'agit de Adèle, qui est une jeune femme qui vit à Paris, qui est photographe pour des événements, notamment des mariages. Elle est née sur Ouessant il y a très longtemps, puisqu'elle a une petite trentaine d'années, je dirais, c'est pas forcément précis, moi je dirais ça. Mais elle a quitté l'île à l'âge de 4 ans avec son père Pierre, qui lui n'était pas ouessantin, mais sa maman Nolwenn du coup était ouessantine. Et en fait, cette Adèle, du coup, on la retrouve donc à Paris. Elle apprend la mort de son père Pierre, à qui elle ne parle plus depuis des années. Elle doit du coup aller chez lui pour ranger les affaires. Pardon, j'ai bâillé. Elle doit aller chez son père pour ranger quelques affaires et en fait elle découvre une lettre où il est marqué ta mère est décédée mais pas dans les circonstances qu'on t'a décrites. Parce qu'Adèle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a perdu sa maman quand elle était toute petite sur Ouessant, quand elle vivait encore sur Ouessant avec Pierre son père, Marie sa grand-mère et Jean son grand-père, qui du coup sont ouessantins aussi et qui sont les parents de Nolwenn, du coup la maman qui est décédée quand elle était toute petite. Et en fait, Nolwenn a mis très longtemps, Adèle a mis très longtemps à comprendre que sa maman était décédée, puisqu'on lui a fait croire que sa maman était partie et n'était juste jamais revenue.
Et du coup, à un moment, elle comprend, quand elle est petite, que non, sa mère est décédée. Et donc en fait, c'est toute une famille qui vit depuis très longtemps avec le poids des secrets. Et Adèle est décidée, à l'âge qu'elle a, de profiter de la mort de son père pour aller retourner sur Ouessant et comprendre ce qui s'est passé, déterrer les secrets et comprendre dans quelles circonstances est vraiment morte sa mère. Et donc du coup elle va débarquer sur Ouessant un peu incognito. Elle va prendre un hébergement chez un couple qui s'appelle Michel et Michel. Et du coup elle va comme ça aller parcourir Ouessant pour un petit peu réapprivoiser l'île avec toujours cette volonté de ne pas s'attacher à cette île qui l'a tant fait souffrir et qui est un peu le symbole et l'endroit où elle a appris que sa mère était décédée. Donc à partir de là elle s'est dit je quitte Ouessant, mon père ne veut plus qu'on parle de Ouessant, ne veut plus qu'on parle de ma mère. Donc voilà, son cerveau il s'est un peu fait à ça, Ouessant on n'en parle pas, ma mère on n'en parle pas et basta. Sauf que là du coup elle a envie d'ouvrir la porte des mystères. Et du coup voilà un petit peu l'histoire. Donc je vais pas vous en dire plus, hein, bien entendu, je vous laisserai le découvrir. Mon avis sur le livre, il est assez mitigé. Alors je pense que ma lecture a souffert du fait que justement je suis allée sur Ouessant, j'y ai ressenti énormément de choses. Et que là, malheureusement, je n'ai pas... J'espérais en fait retrouver mes émotions dans ce roman. Alors c'était peut-être un peu présomptueux parce que les émotions qu'a ressenti Laure Manel en allant sur Ouessant, c'est pas forcément les mêmes que les miennes, mais il y a quand même des émotions communes, je pense, qu'on ressent quand on va sur Ouessant, et des paysages qui pour moi ne sont pas assez décrits dans le livre. Et en fait, il y a un côté dans la première partie, quand Adèle retourne sur l'île et découvre l'île, qui est un peu trop guidé. J'ai pris à droite, j'ai traversé le tel village, j'ai poursuivi le chemin, et en fait on est trop sur la visite guidée et pas assez sur le ressenti. Il y en a, mais pour moi c'est une île qui sur les émotions, enfin nos émotions atteignent un paroxysme de dingue parce que on est sur un univers, sur une île, sur un territoire insulaire qui est pas bien grand, qui est soumis aux éléments, et en fait on ne peut que se résigner, on ne peut que lâcher prise, et on ne peut que se laisser porter par la violence en fait de tous ces éléments. Et en fait c'est une violence qui apporte un calme assez déconcertant. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Bref, voilà. Mais du coup j'ai voulu télescoper un peu ça dans le livre, et du coup on ne s'est pas forcément rencontrés lui et moi. Et pareil, il y a des petites choses, elle rencontre un mec, un ornithologue, un certain Philippe. Moi, la première fois, elle rencontre Philippe sur les chemins, c'est un ornithologue, il est bourru, il photographie les oiseaux. Il commence à avoir un rapport que moi j'ai interprété comme un rapport filial, petite fille, grand-père, la façon dont il lui parle, la façon dont il se comporte avec elle. Et d'un coup, ce papy devient en fait, que j'imagine avoir 60-65 ans, devient en fait un mec hyper désirable. Donc en fait, je me dis, ah bah non, en fait, dans l'esprit de Laure Manel, ce mec ne doit pas avoir 65 ans, et clairement, il n'a pas 65 ans. Et c'est pas un papy. Mais moi, enfin, voilà. Et il intervient d'un coup comme ça, alors qu'on est sur des secrets de famille, mais qu'elle, elle se lance, une espèce de rapport hyper désirable, hyper charnel. Enfin, bref, je sais pas, j'ai bien aimé, j'ai passé malgré tout un bon moment, mais il y a des petits trucs quand même qui malheureusement n'ont pas fonctionné pour moi, mais je pense que faudrait que je le fasse lire à mon mec, voir ce qu'il ressent, parce que pour le coup, il était aussi sur Ouessant avec moi, et voir s'il a ce même sentiment, mais voilà, enfin en tout cas, je remets la faute sur ça, sur le fait que si j'avais pas été sur l'île, si je ne connaissais pas Ouessant, je pense que je me serais laissée guider par mon imaginaire et je n'aurais pu qu'imaginer l'île. Or là, je la connais. Enfin, je la connais. Voilà, j'y suis allée. Donc, bref, voilà pour mon avis sur ce roman. Et donc, dernière lecture récente, le Karen Pond, Prendre la vie comme elle vient, édité aux éditions Fleuve.
Du coup, j'ai rencontré du coup Karen Pont au moment où je lisais ce livre, puisque je l'avais emmené du coup au Festival du Livre. Il faut que je me mouche encore. Autre livre lu, le dernier Karen Pond, Prendre la vie comme elle vient, édité chez Fleuve Édition, que du coup j'ai fait dédicacer par Karen Pond, que j'ai rencontré au Festival du Livre, puisqu'au moment du Festival du Livre, j'étais en train de lire son roman. Alors, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les écrits de Karen Pond. J'en ai lu pas mal. J'ai lu Que quelqu'un vous tende la main dernièrement. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre de Karen Pond? Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Vous faites quoi pour Noël? La lumière était si parfaite. Et que quelqu'un vous tende la main. Voilà ce que j'ai lu. Et donc celui-ci. Alors, on suit, excusez-moi, je reprends le nom de cette personne, Alice. Alice qui est une jeune femme qui est une ancienne sportive de haut niveau, puisque à l'âge de 16 ans, elle participe au championnat de France, je crois, de patinage artistique. Enfin bref, c'est une ado qui, du coup, est à fond sur le patinage artistique, mais ces championnats, c'est un peu un échec pour elle, et du coup, elle raccroche les patins et devient du coup pas du tout. Et donc le dernier livre lu, c'est le dernier Karen Pond, Prendre la vie comme elle vient, édité chez Fleuve Édition. Du coup j'ai profité de la présence de Karen Pond au Festival du Livre pour faire dédicacer ce livre. J'aime beaucoup les écrits de Karen Pond. J'ai lu et que quelqu'un vous tende la main. La lumière était si parfaite. Vous faites quoi pour Noël? Avec des si et des peut-être aussi, je crois. Non, ou d'ici là, porte-toi bien. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les écrits de Karen Pont. C'est ce genre de... Je dirais pas que c'est des feel good, mais en tout cas, c'est des romans qui font du bien tout en abordant des sujets très forts. Et là, du coup, on aborde le sujet du deuil et du fameux et si. Et si à ce moment-là, il s'était passé ça? Et si j'étais pas sortie à cette heure-là, etc., etc. Donc là, on va suivre Alice, qui est une ancienne patineuse artistique professionnelle, qui aujourd'hui est directrice d'une bibliothèque, donc qui est complètement fascinée par l'univers de la littérature. Elle est en couple avec Emeric, ils n'ont pas d'enfants. Puisque du coup Alice a de grosses difficultés à avoir des enfants. Donc ils vivent tous les deux, ils sont éperdument amoureux et un jour, Emeric, voilà, je vérifie quand même si c'est bien dit dans le résumé, Emeric est victime d'un accident. Et du coup de cet accident découle une situation pas facile à vivre pour Alice, à savoir que son mari... non, je vais pas vous dire ça. Ce que je vais juste vous dire, c'est qu'en gros, Emeric a un accident de voiture et qu'en gros, Karen Pond va explorer 3 possibilités de et si. 3 suites en fait potentielles à l'accident d'Emeric. Voilà. Sachant que dans les fameux et si, il y a un cas qui est psychologiquement assez déroutant, on va dire ça comme ça. Que clairement j'aimerais pas vivre avec mon compagnon, mais bon bref voilà, en gros, et quand j'ai demandé à Karen Pond d'ailleurs comment résumer en fait son livre, comment elle m'a dit comment elle a utilisé un mot qui était parfait mais qui est pas dans le résumé et je ne l'ai pas retenu. En gros, voilà, elle explore 3 issues possibles des suites d'un accident. Et en fait, à chaque issue, elle reprend une partie du roman qui est du début, qui est copié-collé pour un et si. Donc on recommence en fait la même scène,
mais du coup, la suite est différente. Bref, tout ça pour dire que même si je peux pas vous en dire plus que ça, sans trop vous en dévoiler, le schéma narratif au début, je le trouvais assez intéressant. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait pas pour moi malheureusement. Au début, j'étais vraiment très emballée, surtout sur cette première partie, ce premier cas, enfin cette première suite. Et au final, d'un schéma narratif qui aurait pu offrir plein de possibilités, plein de curseurs à pousser, j'ai trouvé que c'était pas assez poussé justement. Je pense que du coup le livre aurait été peut-être être plus gros si chaque essai avait été un petit peu plus poussé, un petit peu plus exploré. Et le dernier essai, j'ai été assez surprise et un tantinet déçue, malheureusement. Je m'attendais pas à ça parce que pourtant enfin voilà, les romans de Karen Pond que j'ai lus, les fins sont assez saisissantes, mais là pour le coup ça n'a pas marché avec moi. En fait ça manquait de relief je trouvais, et pourtant il y avait des choses à explorer sur cette question, et puis sur le revivre le même événement mais avec une issue différente. Mais là je sais pas, c'était trop effleuré, trop... je sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, ça m'a pas saisi. Donc voilà, encore une fois, un peu comme Laure Manel, comme le Sophie Talman, j'ai passé un bon moment, mais ça manquait de, ça m'a pas assez secoué. Vraiment, ouais, j'étais pas secouée. Après, il n'empêche que sur certaines situations qu'a pu vivre Alice avec son mari Emmerich, j'étais là, waouh, ah ouais, quand même, là c'est chaud, mais c'est pas possible, mais ça existe vraiment ça. Ça m'a un peu quand même marqué. Mais c'est plus le côté de découvrir une pathologie qui m'a marqué plus que la pathologie en elle-même. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé, parce que je suis sûre que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir lu le dernier Karen Pont ainsi que le dernier Laure Manel. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Une série dont je voulais vous parler rapidement, qui s'appelle Le goût de vivre. On m'en avait beaucoup parlé, une collègue m'en avait parlé au travail. Et complètement par hasard, je suis tombée dessus sur Netflix un soir et j'ai enquillé et j'ai beaucoup pleuré. Il s'agit d'une... Et c'est tiré en plus d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit aux États-Unis et qui a très envie de ne pas être avocate comme son père, et qui a envie d'explorer ses talents artistiques, et elle décide d'aller passer quelque temps en Italie pour s'inspirer, pour reprendre des études d'art là-bas, et elle y fait la rencontre d'un chef. Est-ce que j'ai marqué les prénoms? Amy et Lino, voilà. Et du coup, bien entendu, ça va être l'amour fou entre eux. Sauf qu'en fait, ce n'est pas une série... Enfin, ça commence comme une série romantique. Et ça se poursuit en drame et en tragédie. Et ça, clairement, on ne s'y attend pas du tout. Puisque le premier épisode euh, commence comme une magnifique histoire d'amour, complètement improbable, complètement soudaine, spontanée, et ce qui fait penser qu'on va assister à une magnifique comédie romantique, ou en tout cas à une magnifique romance, c'est les lumières de cette série qui sont complètement éblouissantes. Vous imaginez un peu les lumières, un peu ces tons-là, de la belle lumière un peu pure, un peu la lumière qu'on peut retrouver un peu dans des tableaux du Titien ou de... Enfin, tous ces peintres italiens de la Renaissance, vraiment quelque chose d'hyper pur, d'hyper beau, d'hyper enrobé, voluptueux, dans des jaunes, oranges, bleus très clairs, enfin... Vraiment, j'ai eu envie de vivre dans cette lumière tous les jours du reste de ma vie, vraiment. Un peu une lumière angélique, voilà, c'est exactement ça. Et sauf que,
voilà, l'histoire n'a rien d'angélique, elle est belle, mais elle est tellement tragique, et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Donc clairement, si vous êtes un peu en déprime et que vous recherchez quelque chose de léger, j'ai quelque chose d'autre à vous proposer après. Mais toujours est-il que si vous voulez une série belle, qui en plus est tirée d'une histoire vraie, et qui révèle la force d'une femme face à son destin et face à la tragédie, et ben, enfin j'allais dire lisez, non, regardez Le Goût de Vivre. Autre série que vous retrouverez sur Arte et qui s'appelle Des gens bien. C'est une série franco-belge qui est, mais franchement ça fait longtemps que j'avais pas vu une série comme ça aussi bonne, vraiment. Le topo, il est assez simple. On est du coup euh, en fait on est à la frontière entre la Belgique et la France. Donc il y a des personnages qui vivent en France, il y a des personnages qui vivent en Belgique, il y a des personnages qui travaillent en France, il y a des personnages qui travaillent en Belgique. Est-ce que j'ai marqué les noms des personnages? J'ai pas marqué les noms des personnages. Bref. Et en fait c'est l'histoire de gens bien, comme son nom l'indique, comme le nom de la série l'indique, des gens bien. C'est l'histoire de gens bien à qui il arrive des trucs. Je pense que ni vous ni moi on aurait fait mieux dans l'escalade de la détresse et de mes... Putain, j'ai un foutu chat noir sur l'épaule, quoi, vraiment. Qui vivent, alors c'est même pas des aventures, c'est chat noir, c'est petite poupée vaudou, c'est vendredi 13, ils sont passés sous une échelle et ils ont retourné la baguette de pain sur la table, pas dans le bon sens, quoi. En gros, on est sur un couple, elle est propriétaire du Flamingo, qui est un centre de bronzage. Lui est gendarme côté belge. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont des dettes longues comme le cou, parce que elle, avec son Flamingo, son centre de bronzage à la frontière franco-belge, autant vous dire qu'elle voit pas grand monde. Et donc du coup, le premier épisode commence avec son couple, donc ce flic et cette responsable de centre de bronzage, qui décident d'aller trouver le banquier pour leur demander 70 000 € d'emprunt pour pouvoir acheter de nouvelles machines qui sont mieux et qui vont leur permettre d'attirer de nouveau du monde avec ces nouvelles machines et de pouvoir rembourser les dettes sur les emprunts précédents qui étaient déjà des emprunts pour de nouvelles machines. Bref, et en fait le banquier leur dit mais en fait je vous ai pas fait venir pour que vous me demandiez un nouvel emprunt, je vous ai fait venir pour que vous puissiez régler vos dettes. Enfin voilà, donc ils sont dans une panade financière pas possible, ils se disent qu'ils vont perdre leur maison, enfin bref. Et il se trouve qu'un jour, la femme tue avec un tir à l'arc une jeune fille dans la forêt par accident. Voilà, ça commence comme ça. Et qu'il décide, suite à ça, de faire une arnaque à l'assurance. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je peux juste vous dire que dans ces épisodes, donc il y a ce couple, il y a François Damiens en invité un peu spécial, qui est à mourir de rire. Il y a du coup le cousin de la nana qui est propriétaire du Flamingo, qui sort de tôle, qui a un t-shirt noir avec un gros serpent, qui a un accent mais à couper au couteau, qui est complètement taré, qui veut se faire embaucher au Flamingo parce que comment on appelle ça, le mec qui est censé surveiller sa sortie, surveiller ses allées et venues et s'assurer qu'il a trouvé un job, lui donne 7 jours pour trouver un job, donc il veut se faire embaucher dans le centre de bronzage. À côté de ça, il y a la sœur du flic belge du couple qui du coup est pro-catho, qui fait des prières dans tous les sens, qui va à l'église, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage? On a un flic belge qui se fait chier, mais qui se fait chier, et qui à un moment est dans la voiture et dit « Ah mais ce serait trop bien qu'on ait une histoire de proxénétisme, qu'on ait un meurtre là, il y a un viol, qui se passe enfin quelque chose au commissariat, à la gendarmerie, enfin bref. » Et tous les personnages sont même pas tant caricaturaux en fait, c'est vraiment des gens bien, à qui il arrive de grosses couilles. Vraiment, c'est ça. Si je vais résumer un peu vulgairement, c'est vraiment ça. Et je vous conseille cette série, Des gens bien sur Arte. Elle est incroyable. Les dernières séries que je voulais vous conseiller, que j'ai regardé aussi, c'est Détox sur Netflix, série française, qui m'a un peu fait penser dans l'humour, mais quand même un degré en dessous. Pas du coup moins bien, mais un peu moins
poussé à son paroxysme, c'est Business Family. Moi j'avais beaucoup aimé Business Family, mais ouais, j'avais trouvé le truc un peu lourdingue de temps en temps, vient tout le temps en train de s'appeler frère et mon frère, et frère, enfin bref, et puis les blagues qui un coup sur deux tombaient un peu à côté, bon bref, voilà, l'histoire je l'avais trouvée rigolote, mais bon, mais là pour le coup, Détox c'est un peu la même veine, mais pas à ce point-là, et du coup c'est cool, parce qu'ils ont vraiment trouvé un juste milieu. C'est l'histoire de deux cousines qui un jour décident pendant un mois de ne plus utiliser leur téléphone portable, de ne plus utiliser internet, de ne plus utiliser les ordinateurs. L'une parce qu'elle a subi un bad buzz lors d'un de ses concerts, et l'autre parce qu'elle est en train de stalker à mort son ex en créant des faux profils et tout, ça la rend complètement ma boule. Et du coup, elles décident tous les deux de dire non mais en fait, ça suffit. Et du coup, elle décide donc de se faire une grosse détox pendant un mois. Et c'est drôle parce qu'en fait, on assiste un peu à un moment par exemple, il y a une scène en disant bon, du coup on se retrouve à la sortie du boulot, hein, on s'appelle. Ah bah non putain, on s'appelle pas. Mais on fait comment du coup? Bon, on se dit 17h30, on se retrouve à tel endroit. Oui mais s'il y en a une qui est en retard, comment on fait? Elles ont pas de GPS, donc comment se rendre au lieu du rendez-vous? Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se passent. Elles font un week-end spécial détox en forêt où il y a des petits bonhommes qui sont déguisés en application qui leur courent après. Enfin, il y en a une qui dépense 5000 balles en une semaine, mais parce que du coup elle a plus accès en ligne à son application bancaire qui lui donne l'état de ses comptes au jour le jour. Enfin, du coup c'est hyper intéressant aussi parce que elles se rendent compte un peu d'à quel point les téléphones portables, les applications sont devenus utiles et sont devenus indispensables à leur quotidien. Et à la fois, du coup, elles retrouvent aussi un peu un semblant d'humanité et elles se remettent à communiquer avec les gens, en fait, tout simplement, et même entre elles. Donc vraiment une super bonne série. Il y a quoi, 6 épisodes de 25 minutes, donc ça se regarde assez rapidement et c'est vraiment très très cool. Voilà, et ben écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette petite vidéo dont il faut que je trouve un nom. C'était pas du tout français ce que je viens de dire, à laquelle il faut que je trouve un nom. Bref, voilà, j'ai beaucoup parlé d'un coup aussi, il va falloir que je me fasse à ça. Mais voilà, écoutez, n'hésitez pas à réagir à ce nouveau format de vidéo, à réagir à ce que je disais au début, à me donner vos avis là sur les lectures que je vous ai partagées. Je ne sais pas du coup quand est-ce que je vous ferai une prochaine vidéo, je la ferai quand j'en aurai envie, quand j'aurai des choses à vous dire. Mais en tout cas, voilà, le plus important, c'est le plaisir avant tout, l'envie avant tout, et le reste ne compte absolument pas. Donc voilà, j'ai plaisir et envie, et partage aussi, parce que mine de rien, les réseaux sociaux m'ont permis de rencontrer de belles personnes, comme Manon notamment, et ça je pense que sans ça, notre amitié ne serait jamais née, et voilà, rien que pour ça, je dis merci Instagram, mais voilà, j'ai juste envie de prendre beaucoup de recul et de prendre le mieux en fait de ce support et de laisser ce qui ne me plaît plus, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de belles journées à venir, de belles semaines à venir. Et on se retrouve une prochaine fois.